Bonjour à tous, bienvenue pour ce second webinaire de présentation du label Bas Carbone. Là, on va juste, vous êtes très nombreux à vous connecter, vous êtes à peu près 200, on voit que les connexions continuent de se faire très vite, on va juste attendre une petite minute pour laisser l'opportunité à tout le monde d'arriver. Pendant ce temps-là, je vous rappelle juste les règles un peu de ce webinaire, comme vous avez pu le voir déjà pour ceux qui étaient là avec nous en début de semaine. Vous êtes automatiquement avec des micros et caméras coupés. Mais vous pouvez poser vos questions dans un petit onglet questions que vous avez là dans la fenêtre GoToWebinar. Donc, vous pouvez poser vos questions à l'écrit et nous, on va les récupérer et on les posera du coup à l'oral aux intervenants en fin de session. Donc, on va avoir à peu près 40-45 minutes de présentation et ensuite un temps d'échange d'un petit quart d'heure à la fin. Et du coup, on essaie de récupérer le maximum de vos questions à ce moment-là pour pouvoir les poser aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Et elles seront du coup récupérées et posées à la fin. On va juste attendre une toute petite minute avant de démarrer et puis voilà, puis après on y va. Allez, on va commencer doucement. Là, je pense que les inscriptions se stabilisent. Du coup, si tu peux faire défiler. Ça, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, pour vous rappeler le contexte, on fait toute une série de webinaires organisés là courant entre juin et début juillet sur de présentations du label Bas Carbone. Donc, on a eu le premier mardi dernier qui avait vocation à faire une présentation large du label, des grands enjeux, d'à peu près comment ça fonctionne. Vous pouvez retrouver déjà la vidéo et la présentation en ligne sur le site d'i4C. Vous avez le lien là sous les yeux. Et aujourd'hui, du coup, on est sur le deuxième webinaire, donc à vocation à être un petit peu plus pratique, on va dire, et rentrer un petit peu plus dans le détail dans tout ce qui va être la labellisation des projets. Donc, c'est un webinaire qui est plutôt à destination des porteurs de projets ou porteurs de méthodes, et on va essayer d'expliciter un peu plus comment ça se passe pour faire labelliser un projet bas carbone, à quoi ça sert, etc. À partir de la semaine prochaine, donc on continuera. On aura lundi un peu le pendant de ce webinaire-ci, donc plutôt le point de vue un peu pratique, mais du point de vue du financeur. Et enfin, début juillet, on aura 2 webinaires de présentation des premières méthodes qui ont été validées. Donc un le 6 juillet qui sera organisé par le CNPF et qui a vocation du coup à présenter les premières méthodes forestières. Et un second le 7 juillet qui sera animé par l'Institut d'élevage et qui a vocation à présenter la méthode Carbone Agri. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'ICAP-CE. Vous avez un lien du coup pour vous inscrire pour chacun des webinaires. En ce qui concerne celui-ci, on va parler du coup des projets. Donc, on va avoir une première partie un petit peu introductive rapide, juste pour vous redire les grands éléments qui ont été évoqués dans le webinaire du début de semaine pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous. Donc, qu'est-ce qu'un projet bas carbone, comment fonctionne le label en très succinct. Pour plus d'infos, n'hésitez pas du coup à consulter la vidéo ou le support du webinaire de mardi. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail dans le cycle de vie d'un projet, les étapes de la certification, comment ça se passe. Et ensuite, les différents types de projets, quels sont les différents acteurs qui peuvent graviter autour de cette labellisation bas carbone et quels sont leurs rôles. Et enfin, on va parler du financement. Quand peut intervenir le financement, comment est fixé le montant du financement auprès de la tonne de CO2, etc. Donc voilà un petit peu le déroulé pour aujourd'hui. Et donc, vos intervenants pour la journée, donc ce sont les mêmes que mardi. Donc, Julien Viau, qui est chef du bureau marché carbone à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique et solidaire. Sarah Cassimi, qui est aussi à la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère. Claudine Fouchereau, donc d'ICAP-CE, l'Institut de l'économie pour le climat. Et moi-même, également d'ICAP-CE, Institut de l'économie pour le climat. Donc voilà, on vous présentera encore tout ça et on répondra à vos questions en fin de session. Je vais commencer du coup par un bref rappel de ce qui a été dit mardi sur notamment qu'est-ce qu'un projet label bas carbone et comment ça fonctionne. Voilà, donc en 2 mots, le fonctionnement général du label bas carbone. Donc, le label bas carbone, c'est un outil méthodologique principalement qui a vocation à labelliser des projets qui vont réduire les émissions ou améliorer la séquestration du carbone. C'est un label qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire.
Il s'appuie sur ce qu'on appelle un référentiel national, mais sur 2 textes législatifs qui sont donc un décret et un arrêté qui fixent un petit peu les grandes lignes de la certification, les grands principes de fonctionnement. Et il s'appuie surtout après sur ce qu'on appelle les méthodes, donc qui sont des documents plutôt sectoriels, plus techniques et qui vont définir plus spécifiquement quelles sont les pratiques éligibles, comment est-ce qu'on compte les réductions d'émissions pour différents types de projets, quels sont les critères que doivent respecter les projets. Donc ces méthodes sont un peu les documents clés, on va dire, de fonctionnement du label. Elles sont proposées par des parties prenantes, c'est pas le ministère qui les rédige et qui les impose, c'est vraiment des parties prenantes, donc des filières, des territoires, des associations, enfin différents acteurs qui peuvent proposer des méthodes sur un secteur, sur une pratique, sur éventuellement un territoire. Ces méthodes sont validées par le ministère et ensuite elles sont publiques, elles peuvent servir à n'importe quel acteur qui a envie de déposer un projet. Donc les projets labellisés vont être cohérents du coup avec l'une des méthodes déjà approuvées. Donc pour labelliser un projet, voilà, il faut qu'il y ait une méthode existante et que le projet soit conforme à ces méthodes. Et ensuite, du coup, ce projet pourra être labellisé donc par l'État, qui va reconnaître les réductions d'émissions, donc autrement dit le gain carbone permis par le projet. Il y a aussi une phase d'audit, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va y revenir juste après dans les processus de certification. Et donc l'idée, c'est de reconnaître le gain carbone permis par le projet de manière à faciliter son financement et à ce qu'il puisse être facilement financé par une entreprise en particulier, une collectivité qui va chercher à mesurer l'impact des financements qu'il ou elle apporte. Alors, plus spécifiquement, que regarde le label bas carbone? Donc, comme je le disais, le label bas carbone regarde l'impact carbone d'un projet ou d'une action. Donc, son objectif, c'est vraiment de déclencher des nouvelles actions. Donc, on va regarder si je mets en place un projet, au hasard, par exemple, un projet de boisement, quel est le gain en termes de CO2 de ce projet, combien de carbone je vais séquestrer, combien de carbone je vais éviter éventuellement. Et on va à chaque fois comparer ça à ce qui se serait passé sans projet, donc le scénario de référence. Si j'avais pas fait mon projet, par exemple, je sais pas, j'aurais une friche. Et donc on va comparer le scénario de projet, j'ai fait un boisement, à celui de la friche en termes de CO2. Et c'est vraiment la différence entre ces 2 scénarios sur une période de temps donnée qu'on va mesurer, qu'on va évaluer et qui va être labellisé par le label bas carbone. Donc c'est vraiment, on labellise le gain carbone permis par une action par rapport à un scénario où j'ai pas fait l'action, où j'ai pas fait de projet, où j'ai pas mis en place une nouvelle pratique. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de l'outil. Et plus spécifiquement, le label va aussi, au-delà du calcul de ce gain carbone, regarder que le projet respecte un certain nombre de critères de qualité. Le premier, on va dire, critère de qualité, en tout cas celui qui est le plus spécifique à ce type d'outil, c'est ce qu'on appelle l'additionnalité. Donc c'est l'idée de démontrer que non seulement on a bien un gain en termes de CO2 qui est la résultante du projet, mais aussi que sans le processus de labellisation et sans le financement associé, ce projet n'aurait probablement pas eu lieu, on n'aurait pas pu mettre en place l'action. Donc c'est vraiment l'idée que c'est le processus de labellisation et le financement associé qui déclenche une action, qui déclenche un projet, qui permet de lever les freins pour mettre en œuvre cette action. Donc c'est vraiment s'assurer qu'on fasse quelque chose de plus que ce qu'on aurait fait en l'absence de cet outil. Il y a aussi d'autres critères, je vais les passer assez rapidement parce qu'on va y revenir dans les processus de labellisation. Donc le suivi des émissions et de la séquestration pendant la durée de vie du projet. La vérification par un tiers, j'en ai un petit peu parlé, on aura à chaque fois une étape d'audit par un auditeur donc externe indépendant qui va venir regarder ce qui s'est passé sur les projets. On y reviendra aussi par la suite de la présentation. La traçabilité des réductions d'émissions, c'est-à-dire que le ministère va tenir un registre qui va lister tous les projets avec les réductions d'émissions qu'ils ont permis, qui ont été labellisés, et pour s'assurer en fait qu'on ne compte pas 2 fois tout simplement la même tonne de CO2. On a aussi un critère important qui est la permanence, ou en tout cas la gestion du risque de non-permanence, c'est-à-dire c'est principalement lié aux projets forestiers ou agricoles, enfin aux projets qui ont attrait aux vivants, où en fait on a un risque de relargage du carbone, typiquement pour les projets qui séquestrent du carbone dans la biomasse ou dans les sols, il y a toujours un risque d'aléas externes, qui peuvent être un incendie par exemple, qui fait que le carbone peut être relargué. Et donc du coup, le label bien évidemment ne peut pas éviter le risque physique que cet aléa survienne, qu'il y ait un incendie. Par contre, il peut gérer, on va dire collectivement ce risque d'un point de vue plus comptable, c'est-à-dire que on va faire en sorte par exemple que si un projet doit délivrer 100 réductions d'émissions mais qu'il est associé à un risque de relargage de non-permanence, peut-être qu'il va délivrer que 80. On va appliquer un rabais, le label ne va labelliser que 80, et il y a 20 tonnes de CO2 qui vont être mises de côté
pour gérer collectivement ce risque. Si on fait ça pour tous les projets, ça veut dire qu'on est sûr de ne pas surestimer les réductions d'émissions. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça, on en reparlera dans le cadre du webinaire spécifique aux méthodes forestières et aussi potentiellement des méthodes agricoles parce que c'est très spécifique donc aux projets agricoles et forestiers. Et enfin, on s'assure de la présence donc, de co-bénéfices, donc non seulement on évite les impacts négatifs du projet sur d'autres enjeux que le carbone, comme la biodiversité, l'eau, etc., mais également les méthodes vont proposer des critères pour évaluer les impacts positifs que le projet va pouvoir apporter au-delà de juste l'impact en termes de CO2. Alors, juste un petit mot également pour suite à des questions qu'on a eues aussi dans le cadre du premier webinaire sur l'additionnalité. Finalement, à quoi ça sert et pourquoi il y a ce critère-là. Donc, je l'ai déjà un petit peu dit, mais l'objectif, c'est vraiment d'assurer l'efficacité du financement. C'est de s'assurer que pour 1 euro apporté, on ait vraiment un impact en plus du point de vue du climat. Donc, c'est un outil qui a vocation à labelliser les démarches de progrès et pas forcément, du coup, les bonnes pratiques existantes. Donc, c'est pas effectivement parce qu'il y a déjà une bonne pratique qui va être labellisée, c'est parce qu'on va aller au-delà de ce qui se serait fait en l'absence de label. Donc, c'est vraiment un outil voilà, qui a vocation à certifier les démarches de progrès. Par contre, c'est complémentaire aux aides publiques. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des aides publiques et le label bas carbone peut venir en complément à partir du moment où on démontre que les aides publiques sont jugées insuffisantes pour mettre en place les actions. Donc ça, c'est par exemple pour les projets forestiers, c'est complémentaire. On peut avoir des aides publiques sur certains types de pratiques et le label bas carbone peut venir en complément. Mais du coup, effectivement, la question qu'on a souvent, c'est du coup, les bonnes pratiques existantes, si je fais déjà bien, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, s'il y a déjà des bonnes pratiques existantes qui sont déjà la pratique courante, malheureusement, elles ne vont pas pouvoir être labellisées, sauf si elles vont au-delà de ce qui est fait déjà en termes d'impact CO2. Mais il y a quand même une certaine souplesse, ou en tout cas, on pourrait imaginer que, par exemple, le maintien de bonnes pratiques existantes puisse être valorisé si on démontre, par exemple, que le maintien de cette bonne pratique est menacé. Je prends un exemple, par exemple, le retournement des prairies. Si on démontre que la tendance est au retournement des prairies, on pourrait peut-être imaginer que le maintien de cette bonne pratique puisse être labellisable si le scénario de référence est une disparition de cette bonne pratique. Par contre, il faut être en capacité de le démontrer avec les sources, etc. Donc, ça ne va pas de soi pour tous les types de pratiques. Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans les méthodes existantes, mais on peut imaginer qu'un jour, ce soit le cas. Donc, c'est voilà, une manière d'assouplir aussi un petit peu ce volet-là. Et enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a assez peu de temps, mais il y a aussi on a un petit peu parlé en premier webinaire, on peut avoir différentes manières d'établir le scénario de référence. Et pour des questions de réduction de coûts de transaction, on peut autoriser dans le cadre du label des scénarios de référence génériques qui vont être par exemple des moyennes régionales. Par exemple, sur l'épandage d'engrais, on peut prendre comme scénario de référence une moyenne régionale. Et donc, dans ce cas, tous ceux qui sont déjà supérieurs à la moyenne pourraient être labellisés. Par contre, il y a un risque d'effet d'aubaine, donc un risque effectivement, il n'y ait pas d'action additionnelle qui soit labellisée. Donc, dans ce cas, il y aura un rabais. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail à ce stade-là, mais c'était pour répondre à un certain nombre de questions qu'on a pu avoir déjà sur l'additionnalité. Tout ça, on en reparlera dans les webinaires spécifiques aux méthodes. Et enfin, pareil pour clarifier certaines confusions qu'on voit parfois, le label n'a pas vocation à labelliser une pratique, une entreprise, une exploitation, une technologie, un produit. On ne va pas avoir voilà, une exploitation bas carbone, une exploitation pas bas carbone. C'est vraiment un label qui va labelliser des réductions d'émissions, donc un impact en termes de CO2 par rapport à un scénario de référence. Donc ça, c'est important à labelliser. C'est pas un tampon, c'est vraiment finalement, on labellise un gain en termes de CO2 par rapport à un scénario de référence. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Sarah, du coup, qui va vous présenter un petit peu où on en est sur le label bas carbone et qui va vous parler un peu plus en détail du cycle de vie d'un projet carbone. Tout à fait. Alors du coup, avant de rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'on fait pour déposer un projet et comment se passe la vie d'un projet, où est-ce qu'on en est dans le label aujourd'hui? Alors, on a 25 projets qui ont été labellisés, on en a quelques-uns qui sont encore en cours d'instruction et qui devraient être labellisés bientôt. En termes de statistiques, pour l'instant, ce qu'on a, c'est surtout des projets forestiers, une majorité qui suit la méthode boisement au reboisement, donc qui sera présentée par le CNPF un peu plus tard au mois de juillet, sur une surface de 170 hectares. Et ces 25 projets vont générer à peu près 22 000 tonnes de CO2. Au niveau du coût de la tonne de CO2, on est environ entre 20 et 50 euros de la tonne. En plus, on commence à avoir les premiers projets agricoles qui commencent à être déposés, donc notamment le premier projet qui a été déposé par
France Carbone Accueil Association et qui rassemble près de 400 éleveurs au sein d'un même projet et qui estime pouvoir réduire les émissions de 70 000 tonnes de CO2 sur 5 ans. En termes de perspective de développement, on estime à environ 500 000 tonnes de CO2 le gisement potentiel de réduction d'émissions dans la forêt sur à peu près 250 propriétés forestières. Et en agriculture, on espère pouvoir avoir 2 appels à projets par an du même ordre de grandeur que le premier projet collectif qui a été notifié, qui génère du coup chacun 70 000 tonnes de CO2. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail sur le cycle de vie d'un projet, ça se décompose grosso modo en 3 grandes... Pour commencer, il faut savoir, pour déposer un projet, il faut savoir est-ce qu'il y a une méthode qui couvre le type de projet souhaité. Si oui, la méthode de toute façon est publique et il suffit de se référer à la méthode pour pouvoir déposer un projet. S'il n'y a pas de méthode qui fait référence au type de projet que je veux développer, il faut se rapprocher de la Direction générale de l'énergie et du climat pour savoir s'il y a une méthode en cours qui concerne le type de projet que je veux développer et si c'est pertinent finalement de rédiger une méthode qui fait référence à ce projet. Pour plus d'informations, du coup, on peut revenir à ce qu'on présentait avant-hier lors du premier webinaire sur les méthodes. Ensuite, une fois qu'on sait que, pour les méthodes existantes, on va avoir, du coup, comme je le disais, le 6 juillet, il va y avoir la présentation des méthodes forestières par le Centre national de propriété forestière qui a développé la méthode, et le 7 juillet pour Carbone Agri par l'IDEL. Maintenant, les différentes étapes, donc je disais les 3 grandes étapes pour valider un projet. Donc, dans un premier temps, je vais rentrer dans le détail juste après. Donc, c'est d'abord la validation documentaire, ensuite le suivi et ensuite la reconnaissance des réductions d'émissions. Et on va détailler ces différentes étapes juste par la suite. Alors, la validation documentaire des projets se décompose elle-même en 4 petites sous-étapes qu'on va venir détailler. Donc, dans un premier temps, il y a la notification. Ensuite, il y a la demande de labellisation. Et enfin, ensuite, il y a l'instruction par l'autorité et enfin la validation par l'autorité pour dire si on obtient le label ou pas. Donc, dans un premier temps, la notification. Qu'est-ce que la notification? En fait, la notification consiste pour un porteur de projet ou son représentant, donc son mandataire, à signifier à l'autorité qu'il veut débuter un projet label bas carbone. Et en fait, l'intérêt de la notification, c'est de pouvoir commencer son projet et de pouvoir commencer à comptabiliser les réductions d'émissions sans avoir à attendre que le projet soit accepté. Donc, comment ça se passe? Finalement, en fait, on va remplir un petit formulaire qui est accessible depuis le site du label bas carbone. C'est un formulaire qui est générique et qui est standard, quel que soit le type de projet, et qui permet de renseigner des éléments un peu classiques sur l'identité du porteur de projet, le type de projet qu'on veut développer. En niveau du traitement, en fait, finalement, pour l'instant, c'est le ministère qui s'en occupe, mais à partir de la rentrée, comme on l'a dit au webinaire d'avant, ce seront les directions régionales, donc les représentants du ministère en région, qui vont s'occuper de l'instruction des projets. L'idée étant que si c'est un projet individuel qui est situé sur une même région, le projet va être transmis à un projet individuel, un projet collectif sur une même région, le projet va être transmis à la DREAL compétente. Si c'est un projet collectif qui rassemble plusieurs projets qui se situent sur plusieurs régions, le projet va être adressé au ministère et le ministère va désigner le préfet de région qui sera compétent pour gérer le dossier. Donc ensuite, l'étape suivante, d'abord, un petit exemple de ce à quoi peut ressembler le projet. La notification, finalement, c'est vraiment juste des petits champs pour pouvoir remplir via un petit questionnaire que nous, on rassemble ensuite. Ensuite, pour l'étape de la vérification documentaire, il faut remplir ensuite ce qu'on appelle le document descriptif de projet. Alors, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un petit projet qui démontre la conformité du projet au label à la méthode. Qui s'en occupe, pareil, le porteur de projet, le mandataire. Et en fait, on a un formulaire qui est standardisé en fonction de la méthode, qui est pareil, accessible depuis le site du label. Et ça démontre que le projet respecte le cahier des charges qui est défini par la méthode. Ça permet aussi, notamment, de pouvoir estimer le gain carbone qui est fait par les projets en fonction des co-bénéfices. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir une première estimation du gain carbone qui va être généré par le projet. En termes de ce à quoi ça ressemble, on a une petite fiche d'identité qui nous dit un peu le projet, sa localisation, les critères d'éligibilité et les différents documents qui prouvent finalement que le projet satisfait bien en méthode. Et ensuite, on va pouvoir justifier le type de projet qu'on veut faire en fonction de la situation. La petite troisième sous-étape,
c'est l'instruction. L'instruction, en quoi ça consiste? Ça consiste pour l'autorité, donc en ce moment le ministère, mais très bientôt les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc les DREAL, de vérifier que le projet est conforme au label et à la méthode. Et finalement, ça consiste pour l'autorité à regarder le dossier et à bien vérifier que c'est conforme avec la méthode. Donc on vérifie les calculs, on vérifie l'ensemble des pièces justificatives et on essaie de vérifier que tout est cohérent. Et en fait, au fur et à mesure, pour faciliter à la fois l'instruction pour le ministère, mais aussi les différents calculs pour les porteurs de projets, il va y avoir des feuilles de calcul standardisées qui vont être données aux porteurs de projets pour pouvoir aider à l'estimation des réductions d'émissions. Cette instruction, elle se fait dans un délai de 2 mois à compter de la date où le dossier est reçu et jugé comme complet. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis, l'autorité va revenir vers le porteur de projet pour pouvoir demander plus d'informations. Alors, ensuite, la validation. Et la validation, c'est si tout se passe bien lors de l'instruction, on a l'autorité qui valide la conformité du projet. Et en fait, c'est à ce moment-là que le label est attribué au projet. Donc, en fait, on va notifier cette décision d'attribution par mail. Et une fois que le projet est labellisé, il est ajouté sur la page Internet du label bas carbone en indiquant les réductions d'émissions estimées et en indiquant si le projet est financé ou non. Donc, comme je vous le disais, du coup, c'est affiché sur la page du ministère et donc en fait, il devient visible et ça permet notamment aux projets qui sont sans financement, sans financement, de pouvoir accéder à des financements. Donc ça, c'était pour l'étape de vérification de documentaire. La seconde étape, c'est le suivi du projet. Donc, le suivi du projet, en quoi ça consiste? Ça consiste finalement pour le porteur de projet d'évaluer l'impact climatique et environnemental du projet sur sa durée de vie. L'idée, c'est de collecter l'ensemble de données nécessaires au calcul des réductions d'émissions pour pouvoir justifier finalement quand l'auditeur va venir, donc on y viendra juste après, qu'on a bien réalisé les réductions d'émissions qui étaient prévues. Donc, en fait, les projets sont suivis vraiment individuellement et tout ça, c'est rassemblé dans un rapport de suivi qui sera ensuite envoyé à l'auditeur lors de la troisième et dernière étape. Alors, du coup, l'étape 3, c'est la reconnaissance des réductions d'émissions. Donc, elle-même se décompose en 2 sous-étapes. La première étape, c'est la vérification et la seconde, c'est la reconnaissance. Alors, la vérification, qui s'en occupe? En fait, ça consiste à faire appel à un auditeur. Donc, c'est le porteur de projet qui va déclencher cette vérification et on va demander en fait qu'un auditeur indépendant, impartial et compétent puisse faire cette vérification. En fait, ça consiste à vérifier a posteriori que le projet s'est bien conformé à la méthode à laquelle il disait qu'il allait se référer et à confirmer aussi le nombre de réductions d'émissions qui ont été estimées. Et en fait, c'est cette vérification qui permet de déclencher le processus de reconnaissance. Cette vérification, elle peut avoir lieu à différents moments de la vie du projet. Ça peut être en milieu de vie, si on veut pouvoir faire reconnaître des émissions en milieu de vie, ou on peut aussi bien attendre la fin de vie du projet pour pouvoir faire cette vérification. L'intérêt d'un projet collectif, c'est notamment lors de la vérification. En fait, le projet collectif permet d'échantillonner cette vérification sur l'ensemble des projets pour pouvoir en fait réduire les coûts. Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est le mandataire qui prévoit la vérification collective avec l'auditeur. Il faut juste faire attention, cette vérification elle ne se substitue pas à des contrôles aléatoires qui peuvent être déclenchés par le ministère ou par la direction régionale qui continue à assurer un suivi sur toute la vie du projet pour pouvoir vérifier que même au-delà de la vérification, le projet se conforme bien à la méthode. Donc ça, c'est pour la vérification. Donc on rédige un rapport de vérification qui sera ensuite envoyé lors de la reconnaissance. Donc la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le moment où le porteur de projet va adresser à l'autorité le nom de la personne qui va bénéficier de ces réductions d'émissions. Donc en fait, c'est le porteur de projet qui va adresser le rapport de suivi et le rapport de vérification à l'autorité en disant moi, je veux attribuer tant de tonnes de réduction à ce financeur-là qui me les a achetées. Donc, en fait, c'est une demande formelle à l'autorité qui se fait du coup auprès du ministère pour l'instant, mais bientôt de la DREAL qui sera compétente. Et en fait, ces réductions d'émissions, elles ne seront connues qu'après vérification. C'est bien l'attribution des réductions d'émissions à un financeur se fait bien
après la vérification par un auditeur indépendant. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a le bénéficiaire de ces réductions, donc on a transmis ça à l'autorité, ces bénéficiaires ne peuvent plus être modifiés, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne peut plus céder les réductions d'émissions aux bénéficiaires. Et donc ça, c'était pour la reconnaissance. Merci Sarah, je vais prendre la suite. Donc, un peu pour résumer la présentation de Sarah, vous avez bien différentes étapes où vous avez d'abord un projet, si vous avez par exemple un propriétaire forestier qui veut mettre en place un projet, il notifie son projet à l'administration, on instruit la demande sur la base d'un formulaire, on labellise le projet, et ensuite le projet est mis en œuvre par le porteur de projet, et à la fin du projet, ou à un certain moment, il transmet un rapport qui va estimer les réductions d'émissions, et ce rapport doit être vérifié par un auditeur indépendant. Et l'autorité, donc l'ADREAL, à partir dans quelques mois, va valider finalement ces réductions d'émissions, et on appelle reconnaissance, je fais un peu un résumé, le moment où on attribue la réduction d'émissions à un financeur, et on peut faire ça qu'une fois. Je complète du coup la présentation de Sarah avec juste quelques éléments sur les projets collectifs et les mandataires. Donc le label bas carbone, slide suivante, propose 3 types finalement de schémas. Le schéma, on va dire classique, c'est on a un projet individuel, donc c'est un porteur de projet. Donc l'exemple, c'est par exemple un propriétaire forestier ou un gestionnaire forestier qui va faire sa demande directement à l'administration. Ça peut être une entreprise, une exploitation agricole qui fait sa demande toute seule vis-à-vis de l'administration sur la base de la méthode. Et du coup, les échanges se font entre le porteur de projet et l'administration. On a un cas intermédiaire où en fait le porteur de projet va mandater quelqu'un, donc une entité, pour faire toute la démarche administrative. Donc en fait, ça peut être encore une fois le propriétaire forestier qui va mandater une structure, donc quelle qu'elle soit. En fait, on n'a pas de limite sur la nature ou le type de mandataire. Ça peut être une association locale, ça peut être un cabinet de conseil spécialisé, ça peut être n'importe qui en fait. Pour l'administration, c'est du ressort du porteur de projet initial qui va finalement déléguer à ce mandataire tous les enjeux de dépôt de la demande, de lien avec l'administration, etc. Et enfin, on a la possibilité que plusieurs projets individuels soient portés par un mandataire qui va constituer un projet collectif. Donc, c'est un peu les 3 schémas qui sont permis par le décret. Slide suivante. Donc, voilà, on a bien ces 3 cas. Donc, le projet individuel sans mandataire, c'est au porteur de projet de faire l'ensemble de la démarche. Le cas où on a un mandataire qui fait finalement tout le calcul, qui va faire le montage de dossier, etc. Et c'est une façon pour le propriétaire de se décharger de ce travail-là. Après, un mandataire est forcément payé pour ce service-là, donc ça sera du ressort d'un contrat entre le porteur de projet et le mandataire. Et le cas du projet collectif. Donc, le projet collectif qu'on a en tête, et pour l'instant, c'est celui de Carbone Agri, où France Carbone Agri a organisé un projet collectif avec 390 exploitations au niveau français. C'est ce mandataire qui joue le rôle d'une demande d'un projet rassemblant l'ensemble de ces projets individuels et qui est traité comme tel, comme un seul projet, même s'il est constitué de plusieurs projets individuels. Ensuite, c'est encore une fois les règles de fonctionnement du projet collectif entre des différents projets individuels et le mandataire, ça reste de leur ressort. C'est au projet de décider comment ils vont réguler leurs relations, que ce soit en termes de contrôle interne, de suivi, d'appui technique ou même de répartition de la valeur et de la valeur carbone. Donc tout ça, c'est laissé au libre organisation de ce projet collectif, qui peut être à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Il n'y a pas de spécification. Slide suivante.
Voilà, c'est tout. C'était juste un petit point sur le mandataire et à bien dissocier des enjeux de financement, même si des fois les casquettes peuvent se recouper. Donc, je laisse la place à Claudine. Merci Julien. Effectivement, pour les dernières slides, on va vous parler un peu du financement du projet, sachant que tout ça sera réabordé de manière plus approfondie lors du dernier webinaire général de lundi, avant de passer au webinaire spécifique aux méthodes déjà validées. Alors, il y aura quelques rappels dans ces slides, il y a des choses qui ont déjà été évoquées. Donc, tout le monde peut financer des projets, toute personne morale ou physique. Donc, encore une fois, ça ne s'adresse pas que aux entreprises. On peut imaginer que des particuliers contribuent au financement de ces projets ou des collectivités également, pourquoi pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la labellisation ne vaut pas garantie de financement. Pas parce qu'un projet est labellisé et même est vérifié par l'auditeur que ça garantit qu'il y aura automatiquement un financement à la hauteur des réductions d'émissions. C'est quelque part aux porteurs de projets ou aux mandataires d'être proactifs dans la recherche de financement et d'où l'intérêt aussi de sécuriser les financements en amont ou en tout cas le plus tôt possible, sachant que, et ça j'y reviendrai dans la slide d'après, le financement finalement peut avoir lieu n'importe quand dans le cycle de vie du projet. C'est pas, il vient pas nécessairement à la fin une fois que la vérification a eu lieu. Mais ça j'y reviendrai plus en détail dans la slide juste après. Et donc encore une fois, c'est une fois qu'elles sont que ces réductions d'émissions sont achetées, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le ministère. Et une fois que ça c'est fait, elle ne peut plus être échangée ou revendue. Et l'objectif derrière, c'est bien de limiter les risques de spéculation et de fraude. Donc, comme je disais, le financement n'intervient pas nécessairement en fin de projet. Donc là, on vous a mis quelques exemples, sachant que la liste n'est pas exhaustive. On peut imaginer à peu près tous les cas de figure. Donc là, vous avez la frise qui retrace les grandes étapes du cycle de vie d'un projet. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait un financement qui arrive avant même que le projet soit déposé et validé par l'administration. Donc là, c'est un cas de figure qui peut arriver, par exemple, lorsque des entreprises se sont mis des objectifs de réduction d'émissions sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, et donc ont un intérêt à financer, à investir dans des projets de réduction d'émissions sur leur chaîne de valeur et donc à initier ces démarches de réduction d'émissions. Donc là, il y a un intérêt à financer dès le démarrage, en fait, d'accompagner les porteurs de projets vraiment tout au début de la réflexion. On peut imaginer aussi un cas de figure, donc ça c'est l'exemple 2, où on attend quand même que le projet soit validé, mais dès que le projet est validé, les financements arrivent. Ça, c'est dans le cadre de la contractualisation donc, entre le porteur de projet et le financeur. Et donc, ces financements arrivent en début de projet à la hauteur de ce qui est estimé dans le dépôt du projet. Donc, sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y aura à la fin, on peut, in fine, réduire plus ou moins que ce qui était anticipé. Mais c'est tout à fait possible d'avoir le financement à ce moment-là et c'est particulièrement intéressant pour les projets qui nécessitent des investissements initiaux lourds. Je pense par exemple là dans les premiers projets, des projets forestiers, les investissements, les besoins de financement, c'est vraiment au démarrage du projet qu'on en a besoin. Et dans ce cas de figure, c'est vraiment intéressant d'avoir les financements en amont. Et dans ce cas-là, c'est au niveau de la contractualisation entre le porteur de projet et le financeur de voir comment le risque est géré. Donc le risque que finalement le projet ne génère pas autant de réduction d'émissions qu'anticipé. Et là, encore une fois, plusieurs cas de figure peuvent être imaginés et le risque peut être réparti aussi entre le porteur de projet et le financeur. Un exemple qu'on n'a pas mis ici, mais qui est un espèce de, un peu lié à l'exemple 2, c'est on pourrait imaginer d'avoir une contractualisation au moment de la validation. Donc, le porteur de projet a trouvé le financeur s'engage à acheter les réductions d'émissions, mais n'apporte que le financement. Donc, il sécurise l'apport de financement, mais le financement a lieu par exemple un petit peu chaque année ou qu'à la fin du projet, une fois que les réductions d'émissions sont vérifiées.
Et l'exemple 3, qui est peut-être l'exemple le plus classique à l'international, c'est finalement les projets sont financés une fois que les réductions d'émissions sont vérifiées. Et là, dans ce cas-là, l'entreprise prend pas de risque. Et ça s'applique, ça peut être possible pour les projets qui ont des coûts de fonctionnement pas forcément trop importants. Mais sur les projets où il y a des besoins vraiment d'investissement au départ, ça peut être compliqué de se trouver dans ce cas de figure-là. Donc là, les financements peuvent arriver à tout moment. Les porteurs de projets doivent être proactifs pour chercher ces financements, mais néanmoins, il y a quand même des choses qui existent pour faciliter cette mise en relation entre les porteurs de projets et les financeurs. Alors d'une part, il y a la plateforme sur le site du ministère qui, comme ça avait déjà été indiqué, liste en fait tous les projets qui sont validés. Donc une entreprise, un particulier, une collectivité qui souhaite financer un projet peut se référer à cette plateforme et prendre contact avec le porteur de projet. Et par ailleurs, ce qui avait aussi été évoqué lors du premier webinaire, il y a des intermédiaires qui se mettent en place spontanément. Donc, les intermédiaires, c'est pas encadré, c'est pas un statut qui est encadré par le label bas carbone. C'est différent des mandataires. Donc, il n'y a pas à confondre intermédiaire et mandataire, même si ça peut être finalement les mêmes personnes qui jouent les deux rôles. Mais le mandataire, c'est vraiment celui qui agrège les projets. L'intermédiaire, c'est celui qui met en relation, qui facilite en tout cas la mise en relation entre les porteurs de projets et les financeurs. Donc, les intermédiaires, ça peut être des cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dans le cadre de leur démarche RSE et qui vont les aider à flécher leur financement vers tel ou tel projet en fonction de leurs critères, par exemple. Ça peut être des entreprises spécialisées dans la mise en relation de projets et d'entreprises. Ça peut être des collectivités qui jouent ce rôle d'intermédiaire, donc vraiment à l'échelle d'un territoire. Ça peut être des associations, ça peut être en fait n'importe qui joue ce rôle d'intermédiaire et de facilitateur pour se faire rencontrer l'offre et la demande. Donc ça, ce qu'on rappelle aussi, mais ça a déjà été évoqué, c'est que les intermédiaires sont bien des facilitateurs, mais les réductions d'émissions ne transitent pas par eux. Il ne peut pas y avoir achat puis revente à une deuxième personne, au financeur final de réduction d'émissions. Donc ça, c'était pour l'intermédiation, faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Ensuite, il y a aussi la question du prix du carbone, le prix de la tonne de CO2. Comme on l'avait également évoqué, pour rappel, le prix n'est pas encadré par le label bas carbone. Il n'y a pas un prix fixe. C'est vraiment du cas par cas en fonction des projets. Il y a plusieurs déterminants au prix. La liste n'est pas nécessairement exhaustive ici, mais il doit à minima prendre en compte les coûts du projet. Donc, ça peut être, encore une fois, les coûts s'il y a des investissements initiaux. Ça peut être des coûts de fonctionnement. Il peut y avoir des augmentations de charges lors de la mise en place d'un projet, par exemple. On peut imaginer sur certains types de projets qu'il y a des besoins de formation, des besoins d'accompagnement des porteurs de projets pour les faire monter en compétences. Par exemple, il y a aussi tous les coûts de transaction. On a essayé de réduire au maximum, mais il reste quand même des coûts de transaction qui sont les coûts administratifs de dépôt de projet, etc., les coûts de suivi. Il faut collecter les données pour pouvoir faire les calculs, les mesures d'impact. Et puis, il y a les coûts d'audit. Il faut aussi prendre en compte le consentement à recevoir des porteurs de projet. Souvent, les changements pratiques, les changements de système peuvent induire une prise de risque qui doit être couverte. Et puis aussi, la présence de co-bénéfices peut permettre d'augmenter, enfin de rehausser le prix du carbone. Puis un projet, alors généralement tous les projets ont des co-bénéfices, mais plus un projet a de co-bénéfices et plus ça peut se refléter sur le prix du carbone derrière. Donc ça, c'est un peu la boîte à outils côté porteur de projet pour quelque part définir une sorte de prix plancher pour un projet donné, sachant qu'ensuite ce prix va dans tous les cas être discuté et négocié avec le financeur. Et donc pour information, comme le disait Sarah, les prix les projets là, qui démarrent dans le cadre du label bas carbone, ils sont compris entre 20 et 50 € la tonne.
Donc, c'est quand même bien plus élevé que ce qu'on trouve à l'international, qui est de mémoire autour de 5 € la tonne. Et donc, on avait eu des questions dessus lors du dernier séminaire. Et pour rappel, l'achat des réductions d'émissions est bien soumis à la TVA. Du coup, on en a fini sur cette partie présentation, sachant qu'encore une fois, sur le volet financement, pour tous ceux que ça intéresse, on reviendra dessus de manière plus approfondie lundi. Donc, c'est pas un webinaire qui s'adresse uniquement aux entreprises. Hein. Tout le monde est le bienvenu pour le webinaire de lundi. Et du coup, on vous propose de prendre vos questions maintenant. Julia, du coup, tu peux revenir parmi nous et nous faire un petit listing. Oui, je suis là. Alors, donc il y a beaucoup de questions, donc je vais en sélectionner quelques-unes, celles qui se recoupent, et donc on ne pourra malheureusement pas répondre à tout. Comme l'a dit Claudine, il y a une partie des questions que vous avez posées qui sont très relatives au financement et d'autres qui sont assez spécifiques à des secteurs agricoles et forestiers. Donc pour celles-ci, je vous invite à essayer de participer au prochain webinaire, donc de lundi et de la semaine suivante, où il y aura des réponses un peu plus précises. Là, pour la première série de questions, on avait pas mal de questions sur l'audit. Quel type d'acteur peut faire un audit et est-ce qu'on a une idée d'à peu près combien ça coûte? Combien ça coûterait? Oui, c'est une question on a déjà abordée avant-hier. Pour rappel, l'auditeur est là pour vérifier le rapport de réduction d'émissions et apporter finalement un regard extérieur et indépendant avant que l'administration valide les réductions d'émissions. Cet auditeur, dans l'arrêté et le décret label bas carbone, on précise, on ne ferme pas les portes, c'est-à-dire que on n'a pas une liste d'auditeurs prédéfinis. Par contre, il doit être indépendant, objectif et avoir les compétences. Et on donne des exemples d'organismes d'inspection ou d'organismes de certification qui existent déjà dans les secteurs agricoles et forestiers qui peuvent être pertinents, notamment ceux qui travaillent sur les SICO qui peuvent faire ce type de travail. Quant au coût, nous n'avons pas pour l'instant de coût précis, mais l'idée étant bien d'avoir un système plus souple que un système de certification, puisque finalement, on ne demande pas forcément systématiquement un audit sur place. On a beaucoup de vérifications documentaires. Il s'agit surtout de s'assurer que la méthode a bien été mise en place par le projet, que la méthode de calcul a été bien appliquée et qu'on ne surestime pas les réductions d'émissions. Donc, je n'ai pas de réponse sur le montant des coûts. Et pour répondre, non, les auditeurs ne doivent pas être accrédités ou cofraqués. En tout cas, pas forcément. Alors, on avait une autre série de questions sur l'additionnalité et du coup, comment un projet peut-il se lancer avant la labellisation tout en respectant le principe d'additionnalité? En lien avec la notification notamment, je vous laisse. Du coup, en fait, finalement, la notification, elle permet juste, a priori, la méthode donne des critères pour pouvoir juger de l'additionnalité ou pas d'une pratique. Et à partir du moment où on suit les différentes références qui sont dans les différentes conditions qui sont mentionnées par la méthode, on est additionnel. Sachant que, en fait, cette histoire de notification, elle permet vraiment de pouvoir commencer à se lancer dans un projet sans avoir besoin, parce que finalement, le contenu pouvoir monter un dossier, c'est quelque chose qui peut parfois prendre du temps. Et pour des porteurs de projets qui veulent se lancer rapidement, notamment pour des projets qui n'ont pas forcément des durées de vie très longues. Pour la forêt, on est sur 30 ans, mais sur des projets pour lesquels la durée de vie est un peu plus courte, ça peut être plus intéressant de pouvoir se lancer avant de remplir le dossier. Après, sachant que de toute façon, cette additionnalité, elle est vérifiée lors de l'instruction du projet. A priori, si jamais on suit la méthode, il n'y a pas de souci, l'additionnalité sera là, mais dans tous les cas, l'autorité la vérifiera a posteriori. Et donc, il n'y a pas forcément de souci sur cette histoire d'additionnalité en lien avec la notification. Et une dernière question sur l'additionnalité. Est-ce que l'additionnalité est forcément économique? Ou est-ce qu'elle peut être, pour avoir d'autres barrières culturelles, techniques, etc.
Oui, oui, tout à fait. L'additionnalité, finalement, en fait, on peut la définir à plusieurs échelles. Ça peut être des barrières économiques, c'est-à-dire que le projet n'est pas forcément plus rentable que de ne rien faire. Donc, dans ces cas-là, je ne fais rien parce que moi, j'y trouve pas forcément d'intérêt. Mais il y a aussi des barrières culturelles, c'est-à-dire que, par exemple, une pratique n'est pas forcément répandue, où on s'aperçoit que il y a certaines choses qui sont menacées, enfin, par des tendances. Et donc, on peut regarder des freins culturels, des freins techniques. Tout ça, c'est spécifié d'ailleurs dans le référentiel qui définit le label bas carbone. Non, ce n'est pas forcément de l'additionnalité économique. Ça va dépendre des méthodes et ça va dépendre des pratiques qui sont ciblées par les méthodes. Ensuite, on avait une question plutôt sur les cycles de vie du projet. Donc, combien de temps on va avoir entre le dépôt et la reconnaissance d'un projet? Et aussi, quelqu'un demandait, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, redérouler en fait le processus avec un exemple de A à Z concret sur un type de projet entre du coup le dépôt et la reconnaissance, et avoir à peu près une idée du temps du coup qu'il faut entre les deux étapes, la première et la dernière. Ok, bah on va faire ça pour un projet forestier. Le projet forestier, souvent, il est notifié une première fois. Le projet, en moyenne, le document descriptif de projet, il arrive 3 et 4 mois après, le temps de rassembler toutes les pièces, de pouvoir faire toutes les estimations, de faire le dossier complet. Le projet parfois se lance, parfois on va attendre la labellisation, ça va dépendre du porteur de projet. Mais donc une fois que le projet est déposé donc auprès de l'autorité, nous on a 2 mois pour l'instruire. Donc au bout des 2 mois maximum, la décision de labellisation est rendue. Là, a priori, on commence les travaux. Donc on commence à planter, on suit l'évolution de son boisement, on fait tout ce qu'il faut pour que le boisement soit protégé et qu'il pousse bien. Dans le cadre des projets forestiers, donc c'est au bout de 5 ans qu'il y a une vérification qui a lieu sur le terrain. Donc, il y a un auditeur qui va venir pour vérifier si les plants poussent bien. Et en fait, en fonction de l'état de pousse des plants et en fonction de la densité et en fonction de la qualité du boisement et en fonction de si ça a bien poussé ou pas, et ben en fait, on va réestimer les réductions d'émissions qui ont été une première fois estimées dans le document descriptif de projet. Et en fait, on va appliquer un rabais. C'est-à-dire que j'ai planté ma forêt et finalement, je m'aperçois que j'ai que 80% de mes plants qui ont poussé. Et donc, finalement, à la fin, on va pouvoir délivrer que 80% des réductions d'émissions qui avaient été, on va pouvoir vérifier que 80% des émissions qui avaient été une première fois estimées dans le DDP. Donc ça, c'est au bout des 5 ans. Et donc, au bout des 5 ans, là, si jamais le porteur de projet a trouvé un financeur, il adresse une demande de reconnaissance à l'autorité. Ça, a priori, au niveau des délais, a priori, ça ne va pas prendre trop de temps. Donc, il faut juste qu'on puisse vérifier que tout va bien. Et en fait, dans le cadre d'un projet, donc cette vérification a lieu à 5 ans de façon anticipée puisqu'on est sur du stockage, mais le projet va continuer sur les 25 années suivantes, voire plus, en fonction de la durée de révolution de l'essence. Mais en termes de projet label bas carbone, c'est au bout des 30 ans que le projet va s'arrêter. Merci Sarah. J'en profite juste pour répondre à une question qui est posée depuis le début. Vous aurez bien les présentations, elles vont être disponibles, ainsi que les vidéos sur le site web d'i4C, voilà, éventuellement du ministère, donc pas de souci là-dessus, vous retrouverez bien tous les slides à l'issue du webinaire. Ensuite, on avait plusieurs questions. Alors, il y a pas mal de questions sur le financement. Je ne vais pas forcément toutes les poser parce qu'on aura du coup un webinaire un peu plus spécialisé, en tout cas sur le volet financeur. Une question peut-être à ce stade, est-ce qu'une fois qu'un projet est labellisé, on a une période limitée pour trouver un financeur? A priori, non. Corrigez-moi si je me trompe, mais après, l'idée, c'est quand même de... Je ne sais pas quelle est la pertinence de se faire financer 10 ans après, mais il ne me semble pas qu'il y ait une date limite. Mais je laisse peut-être le ministère répondre là-dessus. Non, mais après, oui, c'est ça. C'est ce qui se passe, c'est que on a la durée de vie du projet. Donc, au bout de, par exemple, pour un projet forestier, au bout de 5 ans, l'administration peut recevoir le rapport de vérification des émissions, mais on n'a toujours pas de financeur. Dans ce cas-là, en fait, on ne pourra pas reconnaître la réduction d'émissions tant qu'un financement n'a pas été trouvé. Donc, on n'a pas encore envisagé le cas où il n'y a pas de financement qui était associé, parce que finalement, c'est pas au bénéfice du porteur de projet. Mais on n'a pas de limite de temps pour trouver un financeur.
Une autre question jusqu'où par rapport au financement. Est-ce qu'on peut imaginer un financement qui soit fait en partie par des particuliers, en partie par des entreprises ou éventuellement par 2 entreprises? Et dans le cas aussi où le label vient en complément de subvention publique, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut multiplier les sources de financement sur un projet et qui peut du coup communiquer? Sachant que la question de la communication, on y reviendra aussi plus lundi. Donc en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut Ouais, cumuler différents types de financement sur un projet? Je pense qu'il faut, ouais, je pense qu'il faut bien dissocier financement public et privé, dans le sens où le financement public ou les subventions, elles sont généralement établies. En fait, il y a généralement des régimes d'aide ou des dispositifs d'aide qui existent déjà et qui sont connus au moment où on définit la méthode. Donc, par exemple, pour les méthodes forestières, on sait qu'il y a des aides qui existent pour certains types de travaux et qu'on va prendre en compte dans la définition de l'additionnalité de la méthode, voire des projets dans le cas forestier, puisque pour les aides forestières, enfin pour le label bas carbone forêt, enfin pour les méthodes qu'on a actuellement, on doit démontrer une additionnalité économique, à savoir de ne pas avoir un certain niveau d'aide avant de demander un label bas carbone. Donc ça, c'est un premier point. Et d'une certaine façon, le financeur privé avec le label bas carbone va récupérer l'ensemble des réductions d'émissions, puisqu'on considère que c'est l'argent du label bas carbone qui arrive en additionnel qui va générer les réductions d'émissions qui sont reconnues. C'est-à-dire que le public va financer avec des subventions, mais ne va pas récupérer les réductions d'émissions. Et c'est bien le financeur privé qui récupère les réductions d'émissions parce qu'on considère que c'est additionnel. Le deuxième point, c'est est-ce que sur ces réductions d'émissions, entre guillemets privées, est-ce qu'on peut les partager entre différents financeurs? Là, oui, dans le sens où le porteur de projet dépose son projet, obtient peut-être des subventions publiques par ailleurs, réalise son projet. Par exemple, un propriétaire forestier peut générer 100 tonnes de CO2 ou 500 tonnes de CO2 et il peut en vendre 200 tonnes à une entreprise et 300 tonnes à une deuxième entreprise. Et nous, en tant qu'administration, on recevra une demande de reconnaissance des réductions pour 300 tonnes pour l'entreprise A et 200 tonnes pour l'entreprise B. Merci Julien. Alors, j'ai une autre question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'on peut être à la fois porteur de projet et financeur, ou autrement dit, est-ce qu'on peut financer des projets sur ses propres terrains, par exemple, je suppose des projets agricoles et forestiers? C'est vrai qu'on n'a pas trop imaginé ce cas-là, dans le sens où normalement le label bas carbone est là pour faire une garantie entre le financeur et un porteur de projet qui ne sont pas les mêmes. Donc l'intérêt d'un porteur de projet de faire des travaux et de faire reconnaître des réductions d'émissions pour lui-même, au final, il faut qu'on creuse, mais je pense que le label bas carbone, ouais, c'est un peu une question compliquée. Ça revient à ne pas à se déclarer soi-même comme bénéficiaire des réductions d'émissions. Donc ça peut être envisageable. Mais au final, le label bas carbone n'apporte que de la communication sur son propre projet. Il n'apportera pas de financement supplémentaire. Merci. Il y a aussi plusieurs questions, plutôt là sur le volet vraiment projet. Comment est-ce qu'on estime les réductions d'émissions? Est-ce que c'est bien détaillé dans la méthode? Est-ce qu'il y a éventuellement des calculateurs? Et surtout, quand est-ce que se fait ce calcul de réduction d'émissions? Est-ce qu'il doit se faire dès la notification ou est-ce qu'il se fait au moment du dépôt du document de projet? Alors, non, la notification, c'est vraiment juste pour pouvoir dire, bon, bah, je veux faire un projet forestier, je m'appelle Pierre et puis j'habite à cet endroit-là. L'estimation des réductions d'émissions, elle vient dans un second temps lors de la réalisation du document descriptif de projet. Donc, en fait, cette estimation, elle est basée sur les méthodes. En fait, ça va dépendre de la méthode plutôt, excusez-moi. Dans le cas des méthodes forestières, on a vraiment des formules qui nous permettent de dire, bon, bah, je vais faire telle essence, donc basée sur la table de production, et bah, je vais pouvoir générer tant de tonnes de CO2. Et en fait, toutes les formules sont bien explicitées dans la méthode. Dans le cas des projets agricoles, en fait, comme on va plutôt partir d'un diagnostic initial, puis ensuite un diagnostic final en estimant
en estimant après, en identifiant les leviers qu'on va pouvoir actionner sur l'exploitation, on va avoir on a aussi des formules, mais ça va vraiment être la différence entre le diagnostic initial et le diagnostic final qui va faire foi en termes de réduction d'émissions. Est-ce qu'on a des tableurs pour ça? Alors, c'est des choses qui vont être amenées à évoluer. A priori, on va pouvoir commencer à avoir des tableurs un petit peu plus standardisés pour pouvoir aider au calcul. C'est des choses sur lesquelles on travaille avec les promoteurs de méthodes, mais pour l'instant, ils ne sont pas forcément disponibles et normalement, on espère pouvoir les rendre disponibles bientôt. Ok, merci Sarah. Donc, je vais prendre encore quelques questions, on a encore un petit peu de temps. Alors, est-ce que le document de projet doit être public sur le site? C'est une première question. Bon, déjà cette question-là, je poserai l'autre après. Alors oui, en effet, le référentiel dit que le DDP, le document descriptif de projet, pardon, doit être disponible sur le site. On a conscience que ce n'est pas encore le cas, mais c'est des choses qu'on va changer très prochainement. Et normalement, oui, tout ce qui est le DDP va être rendu public, pas le dossier en entier, mais le document descriptif de projet sera rendu public pour des raisons de transparence. Alors, j'ai deux questions aussi un petit peu sur la temporalité à la fois de l'audit et du financement. Je vais poser les deux en même temps. L'audit doit être effectué combien de temps au minimum, du coup, après le dépôt du projet? Est-ce que c'est forcément 5 ans? Est-ce que ça peut être moins? Est-ce que ça peut être 2 ou 3 ans, par exemple? Et pareil pour le financement, j'avais une question typiquement sur les financements, par exemple, de projets agricoles. En fonction des types de projets, est-ce qu'on se situe plutôt dans l'étape financement en amont de la validation? Enfin, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent être associés à un moment auquel le financement intervient? Voilà, deux questions en un. La première sur à partir de quand on peut faire un audit, est-ce que c'est forcément 5 ans? Et la deuxième sur la temporalité du financement par rapport au type de projet. Alors, pour la première question sur l'audit, non, ce n'est pas forcément au bout de 5 ans. Pour le coup, ça va dépendre des méthodes. Donc, dans le cadre des méthodes forestières, c'est au moins au bout des 5 ans. Ça, c'est au bout de 5 ans, il y a un auditeur qui vient parce qu'en fait, 5 ans, ça permet de s'assurer que la plantation est arrivée à un stade suffisamment mature pour garantir l'irréversibilité du projet, notamment en termes de pousses. Donc, pour les projets forestiers, ce sera bien 5 ans. Pour les méthodes agricoles, en revanche, non, c'est pas forcément 5 ans. C'est vraiment, si jamais le porteur de projet veut se voir reconnaître des réductions d'émissions au bout d'1 an, et il va devoir réaliser un nouveau diagnostic au bout de ces 1 an. Et finalement, en fait, on peut se voir reconnaître des réductions d'émissions à peu près quand on veut dans l'intervalle 0,5 ans pour les projets agricoles, sachant en fait que dans le cas des projets agricoles, on peut très bien le faire tous les ans, mais là où ça va être un peu plus long, c'est qu'il faut réaliser un diagnostic de performance environnementale à chaque fois qu'on veut se voir reconnaître des réductions d'émissions. Donc, a priori, si on en fera plutôt 2, ou alors un unique à la fin des 5 ans. En fait, dans le cas des projets agricoles, c'est au plus tard au bout des 5 ans. Mais sinon, ça peut se dérouler à peu près quand on veut. Et pour la question des financements, Claudine, tu voulais intervenir du coup? Oui, sur la question des financements, c'est vrai que ça peut quand même dépendre du type de projet. Comme je disais, typiquement, les projets qui ont des besoins d'investissement lourds au démarrage, pour eux, c'est vraiment pertinent d'avoir un financement au début. Pour les projets agricoles, il n'y a pas forcément dans tous les types de projets des besoins d'investissement lourds. Et ce qui peut être aussi, et par contre, il y a un risque que les pratiques soient arrêtées en cours de route. Donc là, peut-être un des cas idéal qui pourrait être imaginé, c'est une contractualisation en amont, la garantie d'avoir un financement à la fin, mais d'attendre que les pratiques sont bien mises en place et maintenues dans le temps pour déclencher soit au fur et à mesure, soit à la fin des financements, quoi. Donc ça dépend un peu la modalité de financement et la temporalité du financement, effectivement, peut beaucoup dépendre du type de projet, quoi. Notamment du coup investissement initial et le risque que les projets s'arrêtent en cours de route peuvent être deux critères à regarder pour ces questions de temporalité du financement. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Claudine, et pour répondre à d'autres questions que j'ai vu passer également, il faut se rappeler qu'on notifie le projet, on le labellise, on le met en œuvre et ensuite on vérifie les émissions au bout de 5 ans. Par exemple, hein, c'est un exemple au bout de 5 ans. Et si par exemple les réductions d'émissions sont plus faibles qu'attendues, donc si le porteur de projet n'aura fait que 80% des réductions d'émissions, c'est une question en fait, c'est un enjeu dans le financement d'une certaine façon. Donc soit le financeur attend la fin du projet
pour acheter des réductions d'émissions qui sont vérifiées et finalisées, soit il prend un certain risque à s'engager en amont. Alors, il peut s'engager, enfin, c'est pour compléter ce que disait Claudine, il peut s'engager de différentes façons. Soit il s'engage sur un volume, ou il s'engage sur un prix en disant que je vous achète n'importe quel type de réduction d'émissions que vous allez réussir à faire, ou une partie. Enfin, tout ça est à construire entre le porteur de projet et le financeur en fonction des stratégies de chacun. Pour l'instant, on ne donne pas de guide ou de bonnes pratiques. On essaie juste d'expliquer comment ça marche et on laisse faire les financeurs et les porteurs de projet. Sachant que peut-être juste pour dire un tout petit mot là-dessus, mais justement, j'avais pas forcément posé ces questions parce qu'on va en reparler, je pense, pas mal dans les prochains webinaires. Donc, je vous invite vraiment à venir suivre notamment les webinaires sur les méthodes agricoles et forestières. Mais ce risque-là, il est aussi géré par le rabais pour la non-permanence. Donc, comme je disais, expliqué en introduction, un projet forestier où il y a un risque de relargage du carbone, il va y avoir un rabais. Donc, le label va labelliser moins de réduction d'émissions que ce que le projet devrait permettre, de manière à collectivement tenir compte du risque que sur l'ensemble des projets à label bas carbone, il y en a peut-être certains qui vont par exemple subir un incendie. Et dans ce cas, le label donne cette gestion du risque un petit peu collective via les rabais qui sont appliqués au projet. Donc ça, on pourra y revenir, je pense, lundi un petit peu probablement dans le webinaire financement, financeur, et puis aussi dans les webinaires dédiés aux méthodes. Donc je vous invite, je vous invite vraiment à vous inscrire. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a fait, on a fait le tour. Je prends juste une dernière question, mais qui est plus une confirmation de ce que les intervenants vous ont dit, qui concerne le fait que les réductions d'émissions ne peuvent pas changer de propriétaire et qu'il n'y a pas de marché secondaire. Donc oui, on confirme, le label fonctionne comme ça pour l'instant. Et pour l'instant, la TVA s'applique et la défiscalisation mécénat ne s'applique pas. Voilà, c'est juste pour, ça a été dit dans le premier webinaire, les intervenants en ont un petit peu parlé. Voilà, juste pour vous confirmer ça. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pu avoir de réponse, n'hésitez pas. Alors, à revenir, vous avez la liste des prochains webinaires, à revenir vers nous, à revenir en tout cas échanger avec nous à ces prochains rendez-vous et à reposer ces questions. Et je pense qu'on réfléchira effectivement à alimenter la foire aux questions sur le site aussi par rapport à toutes les questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas forcément pu apporter de réponse. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence à tous. Ouais, Julia, je rajoute un petit point. Il y a les webinaires précédents et futurs, et vous avez aussi le site du ministère avec l'ensemble des informations. Enfin, on a déjà dit dans les présentations, les projets déjà labellisés et un guide méthodologique qui rassemble l'ensemble de l'information. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'informations à éplucher par ailleurs. Voilà. Merci encore à tous de votre présence. On était un peu plus de 200 là sur ce webinaire, donc merci encore d'être nombreux et n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas pour continuer à avancer sur ces projets-là. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci.